Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast, je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invitée est journaliste essayeuse à la télévision depuis déjà plus de 20 ans. En soi, c'est déjà pas banal dans un milieu qui, il faut bien le dire, reste majoritairement masculin. Elle aurait pu s'en contenter, mais c'est pas son genre. Et si elle présente depuis septembre dernier l'émission V6 sur Automoto la chaîne, avec Anthony Beltoise et Nico Hédet, mon invité a aussi décidé de se lancer sur YouTube. Alors, passer de la télé au web, est-ce facile ? On en parle avec Jessica Popina dans ce 18e épisode d'Histoire d'auto. Salut Jessica. Salut Vincent. Comment ça va ? Ça fait bien plaisir que tu m'appelles. Merci. Et j'ai vraiment l'impression que là je te chope entre un montage et un tournage. J'ai l'impression que t'as pas trop le temps de t'ennuyer. Écoute, non, je m'ennuie surtout pas et je crois que j'ai jamais autant bossé toute ma vie en fait. Ah ouais. Mais c'est que du bonheur parce que c'est que pour moi en fait. Ah ouais, je connais bien ce sentiment-là. Et quand on bosse pour soi et qu'on rencontre que des gens bien, en fait, tu vois, c'est surtout pour ça que j'ai répondu positivement à ton truc, c'est que j'avais justement envie de le partager et de le dire que c'est une espèce de deuxième vie en fait. Et comme tu posais la question dans ton intro, basculer à YouTube, j'ai hésité à le faire pendant des années et je regrette rien du tout. Au contraire. Au contraire. Eh ben c'est cool. Écoute, YouTube évidemment on va y revenir, la télé on va y revenir aussi, mais moi j'aime bien remonter toujours aux sources. Et est-ce que tu te souviens à quand remonte ton tout premier souvenir de bagnole ? Mon tout premier souvenir. Ah ouais, t'es comme ça toi, direct. Ouais. Mon père était fan déjà, il aimait beaucoup l'automobile, donc je pense que c'est à cause de ces maquettes que je voyais tout le temps partout et des sports auto que je lui piquais et automobiles classiques. Je lui piquais ces magazines, mais figure-toi que j'étais passionnée de moto avant tout. Ah ouais. Donc en fait, je suis surtout passionnée de mécanique à l'origine et mes premiers souvenirs de mécanique, je dirais, c'est mon père en train de bosser sur sa voiture. Tout a commencé comme ça en fait. Et c'était quoi sa voiture ? Il avait une Alfetta. Ouais, tu vois, rien de transcendant, mais il s'amusait le week-end quand on partait se balader à bidouiller. Alors écoute, avec le recul, moi j'étais toute petite, donc je sais pas trop, mais il bidouillait le filtre à air ou un truc au niveau de l'admission pour faire 4 fois plus de bruit. Et même moi je m'en souviens, et ma mère râlait, mais qu'est-ce que t'as encore foutu ? Et moi j'adorais ça. En plus sur des voitures qui étaient d'une fiabilité exemplaire, donc ça devait très bien marcher. Ne te moque pas. Une italienne, si elle était fiable, on s'ennuierait. C'est pas faux. D'ailleurs, sur les dernières, on a tendance à s'ennuyer et justement, elles sont fiables. Donc, il y a peut-être un lien que vous avez fait. Ouais, voilà, tu vois, ça doit être ça. Comme toutes les voitures d'aujourd'hui, non, quand même. Bah oui, c'est vrai. Bah ouais, quand même. Donc voilà, et donc c'était ça un peu mon premier souvenir, comment tout a commencé, et peut-être la première Countach que j'ai croisée. Ah ouais. Et ça, tu vois, je devais avoir 6 ans et j'oublierai jamais. Ah oui, ça marque, ouais. Ah ouais, c'est limite traumatisant, hein, d'ailleurs. Et à quel moment t'as compris que ça allait être une passion dévorante ? Bah, je sais pas vraiment, en fait. Mes parents étaient banquiers et tous les soirs, je les voyais à table lors des dîners familiaux parler de leurs clients, de leurs patrons et de les insulter et râler toutes les soirées. Et quand on est à l'école très très tôt, finalement, et je trouve un peu trop tôt ou pas, on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Ouais. Et déjà, moi, je me suis dit, il est hors de question que je passe des soirées comme ça. Et à force de lire Motorevue, Motojournal et Sport Auto et Automobile Classique, c'était vraiment les 4 que je lisais, un jour, je me suis dit, mais c'est là, en fait, c'est ça. Moi, je vais pas m'ennuyer, je vais devenir essayeur. En fait, le métier que je veux faire, il est sous mes yeux depuis des années. Donc, voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et c'est à quel âge que tu as eu ce déclic ? J'étais au collège, donc je devais être en 3e, quelque chose comme ça. Je sais même plus quel âge on a, en 3e. 15 ans, un truc comme ça. 14, ouais. Ouais, 14-15, voilà. C'était petite, hein, tu vois. Bah ouais. Mais du coup, quelle formation t'as suivi ? Alors voilà, le problème c'est que quand j'ai appris qu'il fallait à tout prix devenir journaliste, ça m'a fait chier parce que c'est pas un métier que je voulais faire. Donc
Et j'ai pas eu le choix. Donc, alors on te dit à l'origine qu'il faut faire une grande école de journalisme, Ouais. sauf qu'elles sont pas accessibles de suite après le bac. Donc, j'ai dû faire une fac de droit, une fac d'histoire, et Aïe, après, aïe, aïe. ouais, l'enfer, parce que le droit, je l'ai fait en biais tellement que ça me saoulait. L'histoire, autant ça, c'était sympa, ça, je me suis bien éclatée. Et une fois en école de journalisme, alors là, ça a roulé parce que tout de suite, tu dois choisir des stages, et là, tu te dis, ça y est, enfin, j'y suis, quoi. Ouais. Et mon premier stage, tout de suite, à Échappement. Et je le voyais pas autrement. Donc j'ai réussi. C'est grâce à Échappement que j'ai réussi en fait, parce qu'ils ont accepté que j'arrive en stage Cool. chez eux. Ouais, ouais. Je les remercierai jamais assez. Et du coup, à quel moment ton chemin a croisé celui de la télévision? Alors ça, c'est un grand hasard. Une fois sorti du diplôme de l'école, donc ça c'est au mois de juin, donc grosso merdo, deuxième de ma promotion quand même. Hein, je suis pas peu Waouh. fière. Waouh, c'était beau. Et là, faut envoyer tes CV. Et alors, mon Dieu, comment tu fais? J'avais un contact qui m'avait donné pas mal de contacts de son carnet d'adresses. J'ai envoyé mon CV à Jean-Luc Roy, qui à l'époque dirigeait une boîte de production, Moteur Production. Ouais. Donc moi, je lui envoie mon CV à lui. Il me rappelle, je m'en souviens très bien, un vendredi matin à 11h. Ouais. Ça, jamais j'oublierai. Donc, c'était septembre 2000. Et il me dit, oui, voilà, j'ai reçu votre CV. Est-ce que vous seriez prêt à venir là ce matin? Oh. J'ai fait, OK, d'accord, j'arrive. OK, j'arrive. Et dans ces phrases, il me parle de Motors TV. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas envoyé de CV à Motors TV. Sur le coup, je te jure, je comprenais pas, mais je suis venue. J'y suis allée. Et le lundi, je signais et je commençais. Et il m'a expliqué ce qu'était Motors TV. Donc, Moteur Production, à l'époque, la boîte de production, avait créé donc sa chaîne de télévision pour le câble et le satellite. Donc, voilà la télé. Voilà comment ça a commencé. Un hasard. Et du coup, t'es arrivé dans un monde, on va pas se mentir, comme je le disais en intro, très masculin. Quel enfer. Comment t'as été accueilli? On t'a pris de haut, la petite nana? Est-ce que t'as dû te battre avec tes petits poings pour t'imposer? T'es content de ta question, là? Ouais, j'adore. T'as raison. Écoute, autant à Motors TV, j'ai été particulièrement bien accueillie. Mes rédacteurs en chef ont été plus que gentils. C'était Patrick Rivet qui s'occupait de moi. Ouais. Philippe Fauconnier, qui avait fait 12 ans de turbo à l'époque, m'a pris sous son aile et m'a appris tout le métier. Je le remercierai jamais assez aussi. Et tout se passait bien, mais j'oublierai jamais ma première présentation. Oh là. Présentation statique de la Mercedes SL. Ouais. C'était en Allemagne et Je me souviens, il y avait Lionel Richie, j'y étais aussi. Et ben voilà. Et ben ça, c'était ma première présentation. J'en étais sûre que tu y étais aussi. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait Lionel Richie, moi, en plus. Ça m'a fait tout bizarre. Moi non plus, je crois que c'était la surprise, en fait. Oui, elle a réussi. Et j'avais fait une énorme bourde ce jour-là. J'avais mis une robe. Il faisait très, 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 très chaud. Et j'avais mis une robe, alors que certains peuvent trouver déplacée ou d'autres pas du tout, quoi, qui fait plus de 30 degrés. Et je vois encore tous les regards des tamalous se poser sur moi. Ah. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et toute la soirée, limite, je me suis planquée derrière mon caméraman qui faisait 1m80 et 100 kilos. Alors, faut préciser pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément, oui. dans le petit monde des journalistes automobiles, le tamalou, c'est un journaliste, on va dire, plutôt âgé, à la santé parfois un peu fragile, potentiellement assez concupiscent, notamment vis-à-vis des rares femmes qui exercent dans la profession. Donc, et même des petits jeunes, des petits jeunes mecs aussi quand même. Ouais, alors pour moi dans le monde, alors c'est marrant parce que du coup on n'est pas tous d'accord sur la définition, mais pour moi le tamalou est plutôt âgé quand même, globalement. Oui, mais oui, parce que tamalou, ça vient de, à chaque fois qu'ils se rencontrent, qu'ils se revoient tous en présentation, c'est t'as mal où est-ce que t'as mal, tu vois, et ils font leur bilan de santé en fait. Bah oui. Voilà d'où ça vient. Donc t'étais le centre de l'attention, mais pas pour les bonnes raisons, quoi. Voilà, c'est ça. Donc à partir de ce moment-là, j'ai arrêté les robes, j'ai arrêté les jupes, et je me suis habillée avec des jeans 4 fois plus grands ou trop grands pour moi. Oh. Et j'ai caché ma féminité pendant pas mal de temps. Et je me suis attardée à faire mes preuves pendant très longtemps. Je préfère même pas compter et réfléchir et te donner une date, mais pendant très longtemps. Donc voilà. Et pour autant, beaucoup de
t'as mal ou pas, m'ont vraiment accueilli à bras ouverts et j'ai le souvenir de vraiment de certains qui étaient vraiment adorables pour moi et d'autres que j'ai appris à connaître sur le tard qui étaient vraiment sympas finalement. Mais c'est quand même pas arrivé au point où tu t'es dit est-ce que j'ai bien choisi, est-ce que j'ai vraiment ma place ici, est-ce que j'ai choisi le bon métier? Jamais, jamais j'ai changé d'avis en fait. Plus ils étaient durs avec moi et plus je me disais je vais vous prouver que j'y arriverai. Ah, c'est bon ça. Ouais, ouais. Et bah, même au départ, hein, tu sais, quand je disais que je voulais être essayeur, mais même à mes parents, on me dit mais c'est quoi cette idée? Non mais débile, c'est pas un métier. Donc Je comprends, je peux comprendre, hein. Je peux complètement comprendre cette réaction. et plus on me le disait et plus je répondais, bah vous verrez bien que je vais vous le prouver et voilà en fait. En fait, faut jamais me dire de pas faire les choses. C'est comme ça que je l'ai fait. Et en plus, du coup après ils t'ont vu à la télé, donc ils doivent être très très fiers quoi. Ouais, c'est vrai que c'était une fierté qu'ils m'ont pas, on me l'a pas dit tout de suite et c'est venu sur le tard en fait. Et en général, les proches et les parents, on ne dit pas facilement à nos proches qu'on est fier d'eux. On le dit sur le tard, tu vois. Ouais. Mais après, ouais. Ouais, mes parents sont un peu comme ça aussi. Maman, papa, je te vous embrasse. Tu as un CV long comme le bras. Tu as travaillé pour Turbo sur M6, pour Automoto sur TF1, Oui. pour Direct Auto sur C8, parfois même Ouais. au même moment. C'est quoi ton secret Oui. pour arriver à piger pour 3 émissions concurrentes? Le Je demande pour secret. un ami. Eh bien, écoute, un ami pour toi. Alors, les 3 chaînes en même temps, j'ai pas trop eu le droit. Chaque fois, c'était 2, en fait. En fait, je suis partie de Motors TV. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Se faire embaucher, tu dois le savoir aussi bien que moi, avoir un contrat aujourd'hui dans ce métier, c'est impossible. Ouais. Ou alors miraculeux. Hmm. Et donc, du coup, la pige s'offre à nous. La pige, c'était vraiment quelque chose d'idéal avant 2002-2003. Où à partir de 2005, c'est devenu assez scandaleux. Hein. Les prix ont chuté. C'est un marché sur lequel on s'est vraiment battu. Mais donc à partir de 2012, Direct Auto. Et après, c'était un petit peu plus tard Turbo. Mais j'ai pas eu le droit de faire Turbo et Automoto en même temps, par contre. Oui. Donc à partir du moment où j'ai fait TF1, c'est quand je suis partie de Turbo, mais j'ai continué Direct Auto. Et le secret, il y en a pas vraiment. Peut-être qu'ils avaient besoin d'une fille, peut-être qu'ils avaient besoin de quelque chose de différent. Ouais. Peut-être que sans le savoir, j'ai surfé sur cette vague. Ça, je dois t'avouer que s'il y a un secret, je le connais pas vraiment. C'est une opportunité, une chance. Peut-être que mon travail leur plaisait, je ne sais pas. Et on n'est pas nombreux à faire de la télé aussi, hein, quand même. Hein. Ouais. Bah ouais, sur le marché, on est peu nombreux. Enfin, on est peu nombreux. On est de moins en moins nombreux, surtout. Donc, désolé de te décevoir s'il n'y a pas un secret miracle, mais peut-être qu'ils avaient besoin d'une fille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, tu es en train de me dire qu'en fait, être une fille, ça peut être un avantage dans le métier? Peut-être ou peut-être pas, puisqu'aujourd'hui, il y en a plus. Tu vois? Ouais. Donc, je sais pas. Ça, peut-être qu'à Turbo, ça a été un avantage, puisqu'on m'a fait essayer avec des citadines. Ah, Ça, merci. je sais pas si tu vas le publier. Ah bah c'est toi qui dis, hein. Si ça te va, moi je coupe pas, hein. Tu sais, on est comme ça ici, hein. Alors écoute, je vais assumer mes propos jusqu'au bout. À tous mes amis de Turbo, ils ont tous, entre guillemets, leur chasse gardée. Ouais. Et c'était la première fois qu'on me demandait d'essayer autant de citadines, puisqu'à Motors TV, on essayait avec les sportives. Et à Direct Auto, j'en avais essayé également énormément. Ouais. Et à un tel point qu'un jour, Adeline m'appelle et elle me dit, est-ce que tu serais dispo ce jour-là pour faire un match entre une Twingo et une Opel Karl? Ouais. Je lui ai fait répéter 5 fois le mot Opel Karl. Je ne connaissais pas du tout cette voiture. Allô Google, c'est quoi une Opel Karl? Exactement, Google était mon ami ce jour-là. Qu'est-ce que c'est que cette caisse? Qui de surcroît était très bien, hein, cependant, hein, très suréquipé, etc. Enfin bref. Ouais. Et du coup, j'ai en 2 ans de Turbo, fait le point sur toutes les citadines qui existaient. Donc j'ai même essayé des captures, tu vois. Ouais. Et la vérité, très vite, je me suis ennuyée. Et pareil, un jour, j'ai envoyé mon CV à Jérôme Saporeto de TF1. Et je crois qu'il m'a appelé 2 jours après. Et j'ai commencé très vite en tant que pigiste à TF1, où là, je me suis éclatée vraiment. Là, c'était vraiment un pur plaisir. Ouais. Toute l'équipe était géniale et avec des moyens. Dès que tu avais une idée, c'était
c'était la porte ouverte à toutes les idées. Et surtout, à l'époque, la philosophie d'Automoto TF1 était que chacun des journalistes se devait d'avoir une personnalité. C'est ça qui séduisait le rédacteur en chef. Ouais. Donc, on avait chacun la nôtre. Donc, le côté un peu extravagant, et c'est gentil ce que je dis, de Jean-Pierre Gadjic. Le côté un peu allemand et strict de Jérôme Chon. Et puis, eux, là, je pense que d'être une fille un peu en décalé, là, ça a été un avantage et c'est ce qui a séduit. Pour autant, il faut faire ses preuves après. Hein. Mais donc voilà. Donc là, c'est un vrai bonheur. Tu as claqué la porte de Turbo? Comment ça s'est passé? Oui, claquer la porte, je dirais pas. Tu sais, quand t'es pigiste, t'as quand même cette liberté de choix de ton employeur. Donc, c'est la force du pigiste. Ça, c'est vrai. En fait, je suis allée voir Hervé Robin, le rédacteur en chef à l'époque, et je lui ai expliqué que j'avais cette opportunité-là, que j'étais déçue de partir parce que j'adorais travailler avec ce mec parce qu'il avait une rigueur, moi, qui me plaisait beaucoup. Et il a compris. Il m'a bien évidemment aussi très vite fait comprendre que je ne reviendrai pas parce que c'est Turbo et Automoto sont les meilleurs ennemis, en fait. Oui, hein. Bien sûr. Donc, j'ai réfléchi, mais mon choix était fait. J'avais envie d'aller voir ailleurs, en fait. J'étais curieuse. Donc, je lui ai dit que je comprenais, hein, que je pouvais pas revenir, mais que j'avais envie d'aller voir ailleurs. Et il a compris. C'est le principe du pigiste. Là-dessus, il respectait vraiment le principe. Alors j'imagine donc tu étais d'un côté tu avais soit Turbo soit Automoto, de l'autre côté tu avais Direct Auto. C'est vraiment deux types d'émissions très différentes avec évidemment des publics qui sont très différents en termes de volume et évidemment j'imagine des budgets de production qui n'ont rien à voir. Oui. Comment tu passais de Rien l'un à à voir. l'autre? Écoute, passer de l'un à l'autre, c'est facile en fait, puisque c'est un plaisir de travailler pour les deux, pas le même plaisir. Il est vrai qu'on avait un peu plus de moyens et de temps de tournage pour Automoto. Si j'avais envie d'essayer la moindre voiture de l'autre côté de la France, pour Automoto, ça ne posait aucun problème. Tout était dans la vente du sujet, en fait. C'est-à-dire que la complexité là du pigiste, c'est vraiment de s'adapter aux médias pour lesquels tu travailles. Tu n'utilises pas le même angle d'attaque, tu n'utilises même pas la même manière d'écrire, tu n'utilises pas non plus la même manière de faire et d'analyser une voiture. Et tu te dois de t'adapter à chaque média et à chaque volonté du rédacteur en chef. Et finalement, c'est peut-être ça devient une force à la fin parce que tu sais à peu près tout faire en fonction du média. Et c'est là aussi la force de connaître son métier de journaliste. Si tu écris pour Le Parisien, tu vas pas écrire la même chose que pour Le Figaro, par exemple. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu la même chose. C'est pas ils ont pas la même philosophie, la même approche de l'automobile. Donc passer de l'un à l'autre, c'est facile. Bon, alors depuis septembre, tu as un peu changé de chaîne et tu as changé d'émission. Tu présentes l'émission V6 sur Automoto la chaîne, avec Anthony Beltoise et Nico Hédet. Alors c'est pas la première fois qu'il y a une émission de bagnole qui est présentée par 3 personnes. Mais du coup, quel rôle tu joues dans ce trio? Le rôle. D'ailleurs, est-ce que vous avez des rôles attribués? Je sais pas, c'est peut-être pas comme ça que ça marche. Ouais, si. Alors, dans l'émission, il y a effectivement chacun a son rôle, c'est-à-dire que je vais être le fil conducteur de l'émission et Nico Hédet a sa rubrique, Anto là aussi. Et dès qu'on a l'opportunité, en effet, on la présente à 3. On le fait pas pour toutes les émissions, on le fait pour certaines seulement. Et j'ai donc le rôle de ce fil conducteur et d'animer toute l'émission. Et là, ça, je dois t'avouer que ce projet-là, quand on m'a appelé au mois de juin, là, je me suis dit, ça va être génial. Parce que Nico Hédet, c'est un pote depuis 20 ans. On l'embrasse. On l'embrasse. On est aussi barrés l'un que l'autre, et voire même débiles sur certaines choses. Et Anto, je le connais aussi depuis longtemps, parce que du coup, je travaillais aussi avec lui à Automoto TF1. Et là, du coup, c'était vraiment l'opportunité d'apporter quelque chose à cette émission. Et on l'a un peu prouvé pour l'émission de Noël. Où tous les 3, on s'entend bien. Et il y a une espèce il y a un vrai feeling entre nous et une véritable amitié qui, dans nos propos, se ressent. C'est-à-dire qu'on se connaît très bien et on est tous les 3 différents, chacun sa personnalité, mais on a surtout tous les 3 une mauvaise foi. C'est la base, ça, c'est la base. Voilà, c'est ça.
Donc, et ce feeling, je pense, fait la différence avec d'autres trios ou d'autres duos. Et justement, c'est peut-être là que Automoto la chaîne a compris beaucoup de choses sur le nouvel angle que prennent les médias aujourd'hui. On ne fait plus de télé, on ne fait pas la télé à l'ancienne. J'entends par là, c'est pas le présentateur debout hyper strict. Il faut que ce soit délire et qu'il y ait une proximité avec le téléspectateur. Et je pense que ça, c'est important. C'est aujourd'hui, pour le média, c'est important, puisque le gamin, si tu veux le séduire aujourd'hui, il va pas attendre 10h ou 11h le dimanche matin pour regarder l'émission qu'il veut. S'il veut regarder quelque chose, eh bien, il le veut tout de suite. Et donc, il va le rechercher sur YouTube ou il va le rechercher en VOD, il va le rechercher ailleurs. Et il veut aussi qu'il y ait cette proximité et qu'il se sente un petit peu intégré dans notre univers. Qu'il n'y ait pas de barrière. Je ne sais pas si je m'explique bien. Une espèce d'alchimie qui fait que voilà, on a un peu l'impression de retrouver une bande de copains, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un peu comme si on parlait de voiture au bar, mais qu'il soit pris dans la conversation. On l'emmène dans notre histoire, en fait. On l'emmène dans notre aventure et on l'emmène avec nous. C'est comme s'il était passager dans la voiture, en fait. Tu vois, il faut qu'il y ait cette proximité avec les gens. Et ça, en tout cas, ce média-là l'a bien compris. Oui, on sort un peu du journalisme automobile à papa, quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Ce qui n'est pas forcément péjoratif, hein, mais voilà, c'est le côté formaté, un petit peu historique. Voilà, et ça, faut que ça change, et eux l'ont changé. Direct Auto l'a un peu changé aussi, d'ailleurs. Ils ont un peu plus de proximité aussi avec les gens, et c'est hyper important. La télé doit te faire voyager, mais il ne doit pas y avoir de distance avec le téléspectateur. Et c'est pas toujours évident à faire, d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas si je suis claire. Hein. Non, tu étais très claire. Et puis l'avantage, c'est que tu amènes naturellement le sujet qui suit, puisque tu parlais de la génération YouTube. Effectivement, c'est vrai que moi-même, j'avoue que je suis pas mal accro à cette plateforme de vidéo. Et tu t'es lancé depuis un peu plus d'1 an dans le YouTube game, comme disent les jeunes, avec ta chaîne qui s'appelle J'essaye ta caisse, Jess comme Jessica. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept ? Et le concept, alors il est très simple. Il n'y a pas de concept. Ah pardon. Si, il y en a vraiment un. J'essaye la caisse des gens. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est simple. Ah ouais, il est hyper simple. En fait, pendant pas mal de temps, je crois que 18 mois avant, beaucoup de gens me disaient « Mais pourquoi tu fais pas ta chaîne YouTube ? Pourquoi tu fais pas ta chaîne YouTube ?» J'ai entendu cette question de la part de mes proches à multiples reprises. Ouais. J'osais pas, je voulais pas, et surtout, j'avais l'esprit télé. Et je me disais, mais tu te rends même pas compte de faire un sujet pour YouTube, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de préparation, c'est énormément d'heures de travail. C'est pas accessible financièrement. Il faut du matériel, il faut un caméraman, un ingé son derrière, il faut monter. Et là, on m'a dit, non mais arrête tes conneries, on te demande pas de faire de la télé, on te demande de faire du YouTube, c'est pas pareil. Et je voulais pas, j'avais un peu cette idée de vieille que c'était pas qualitatif en fait. Et du grand n'importe quoi. J'avais rien compris, en fait. Bah oui. Et j'ai voulu apporter une petite touche qualitative parce que on voit justement la voiture rouler. J'essaye de montrer un maximum sur la voiture. J'ai essayé d'y apporter mon savoir-faire de la télévision et tout en faisant du YouTube. Donc, un tournage automoto, par exemple TF1, va durer 2 jours pour l'essai d'une voiture. Là, ça dure 4 heures. Ouais, c'est déjà pas si mal. Hein. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Oh, je bosse, ouais. Oui. Et donc, voilà. Et je me suis lancée grâce à un mec. Un jour, un mec m'envoie un mail en me disant, voilà, j'ai une réplique d'Eleanor, un resto mode, et j'aimerais que tu l'essayes. Ce à quoi je lui réponds, écoute, la complexité pour moi va être de vendre l'essai de ta voiture à un média télé. Je suis pas sûre que ça va intéresser un rédacteur en chef. Et là, il me répond, mais non, je veux pas que tu l'essayes pour la télé, c'est pour toi. Et là, je me dis, mais ouais, mais en fait, c'est ça. Tout est venu de là. J'ai fait, ok, d'accord, je lui donne rendez-vous, on va essayer la voiture. Et là, c'était la première vidéo. J'ai acheté un peu de matos. Et là, c'était la première. Elle a eu lieu 6 mois avant d'être diffusée. Et là, j'ai lancé la machine grâce à ce mec. Sans lui, je ne sais pas si je me serais lancé. Et là, mine de rien, donc j'ai vu cette vidéo, effectivement, qui est la toute première. Et déjà, t'avais déjà tout de suite trouvé ton format, le ton et tout y était. Et mine de rien, depuis, alors j'ai regardé l'autre jour, 42 000 abonnés. Certaines vidéos qui dépassent les 100 000 vues, donc on est vraiment pas mal.
C'est marrant parce que il y a un phénomène autour du web. T'es pas la seule personne de la télé qui bascule sur le web. Je veux dire, il y a Samuel Etienne qui est sur Twitch, Jamie Gourmaud qui est sur YouTube. J'ai même vu Michel Chevalet, il a une chaîne YouTube, figure-toi. Bon, il a pas d'abonnés, il a 300 vues par vidéo, mais Michel Chevalet a sa chaîne YouTube, incroyable. Et mine de rien, c'est fou, hein, je suis tombé de la remarque quand j'ai vu ça. Et alors, concrètement, tu sors un épisode tous les combien ? Toutes les semaines, tous les jeudis à 16h, il y a un nouvel essai. Ah ouais, quand une vraie youtubeuse pro, tu te cales une régularité, un jour, une heure. Tu fais ça bien. Une rigueur parfaite. J'ai appris à faire du YouTube, à essayer de comprendre l'algorithme. Ça, j'ai toujours pas compris. Et oui, il y a des règles. Il y a des règles à respecter sur YouTube. Et d'entrée de jeu, j'ai voulu me les imposer et je me les suis imposées. Et on en apprend tous les jours d'ailleurs, parce c'est pas toujours facile. Et à ce qui paraîtrait d'ailleurs, une fois qu'on franchit la barre des 100 000, eh ben on atteint les 500 000 très facilement. Ça, c'est dans l'algorithme. Ce serait une règle de l'algorithme. Donc, mais déjà 42 000, c'est 42 000, génial. c'est bien, c'est drôlement bien. Oui. Ouais, je suis super contente. Et c'est vrai qu'il y a des vidéos qui ont explosé, comme la Sony GTI-R, qui est même au-delà des 100 000. Et j'ai remarqué en fait que plus la voiture est dingue et plus l'essai est débile et plus ça marche. Et alors combien de temps ça te prend pour réaliser une vidéo ? Donc tu nous as dit à peu près 4 heures pour le tournage proprement dit, mais après il y a du montage, il y a de l'organisation. Comment tu t'organises ? Je travaille 7 sur 7 là-dessus. En fait, je lâche jamais. Je suis soit tout le temps sur mon téléphone ou tout le temps sur mon PC. Un tournage va durer au minimum 4 heures. Il faut l'avoir organisé avant, etc. Et un montage tu montes toi-même ? Oui, j'ai dû apprendre à monter. Ah oui, parce que ça, c'est pas facile. Hein. Oh mon Dieu. Bon, alors, j'ai un logiciel, je pense que je l'utilise qu'à 10%. Bon, je fais de mon mieux, en tout cas. Et un montage, ça va me prendre 2 jours, à peu près. Ah oui. 2 jours tout en faisant autre chose en parallèle. Hein, mais un montage pour une vidéo, c'est au moins 12 heures. Parce que les vidéos durent entre 20 et 30 minutes. Donc, ça aussi, c'est du boulot. Mais le résultat, après, c'est que du bonheur. Je rêve d'ailleurs de progresser encore et encore dans le montage. Mais j'apprends tous les jours. C'est un sacré investissement personnel quand même. Hein. Énorme. Ouais, énorme. Et en plus, j'ai investi ma famille là-dedans parce que c'est mon mari qui filme. Ah, j'allais te demander qui tenait la caméra, mais j'ai ma réponse. Et ben voilà, c'est lui. J'ai dû lui apprendre à filmer. Je lui ai montré tout un tas d'essais de télévision que j'avais fait. Et lui expliquer, voilà, faudrait faire ci, faire ça. Donc, il regarde après ce qu'il filme, ce que ça rend une fois à la télé, sur l'écran de l'ordinateur. Et on travaille tous les jours et on essaye d'apprendre tous les jours. Et nos enfants ont également participé. Ils participent régulièrement et ils filment aussi. Figure-toi, j'embarque toute la famille en fait, parce qu'on tourne le dimanche. Ah oui. Oui. En fait, j'emmène tout le monde avec moi. C'est une affaire de famille, j'essaye ta caisse. Bon, écoute, tant que ça les amuse, ça va. Oui, ça, quand il fait froid, ça les amuse pas. C'est bizarre. Tu m'étonnes. Je comprends pas. Bon, et toi alors, du coup, avec cette chaîne, déjà par ton métier, tu as essayé plein de bagnoles différentes. Avec cette chaîne, t'en essayes encore d'autres que t'as pas forcément pu essayer quand elles étaient lancées. Quels sont tes goûts en matière d'auto ? T'es plutôt sportive italienne, belle anglaise, puissantes allemandes, muscle car américaine ? Dis-nous tout. Moi, j'aime tout tant que c'est débile, en fait, tant que c'est extravagant. Tu vois, il faut que ce soit extravagant. Alors là, c'est... il est clair que tout ce qui est citadine, SUV, tout machin, l'ère d'aujourd'hui, autant ne même pas en parler parce que je vais être critique. Il y a des SUV qui sont débiles. Hein. Tu prends un Range Rover Sport SVR ou un G63 AMG, c'est bien débile. Hein. Ouais, ou un Urus, ça c'est encore plus débile. T'aurais imaginé, toi, il y a 20 ans que Lamborghini sorte un Urus, mais jamais on l'aurait imaginé. Bon, pourquoi jamais. pas, ils avaient déjà sorti le LM002, donc c'était pas complètement incohérent. Mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, c'est vrai, tu vois, j'ai pas de... À titre perso, je rêverais de me racheter une Lancia Delta intégrale, c'est sûr. Mais, ou une Nissan GTR, tu vois, j'aime les caisses extravagantes, j'adore les Subaru, il faut qu'il y ait un gros béquet derrière. J'aime les caisses débiles, en fait. Débiles et pas forcément belles. Parce que si tu regardes en soi le design d'une Sub, d'une GTR ou d'une Delta intégrale, c'est pas spécialement beau quand même. Une Lancia, c'est un CX de boîte. Ouais, voilà, j'aime tout ce qui est décalé.
Faut que ce soit extravagant. Qu'il y ait des chevaux, 4 roues motrices c'est bien, un truc qui accroche, qui te catapulte. Ouais, voilà, un truc insensé, quoi. Un truc. Mais après, tu vois, j'ai eu l'opportunité d'essayer le Taycan Turbo S. Ouais. Bon, électrique. J'ai aimé son extravagance aussi, tu vois. Bon, pour rien au monde, j'en achèterais même si j'avais l'argent. Parce qu'une voiture électrique, c'est sympa, mais ça, je n'y arrive pas encore. Et d'ailleurs, le corps humain n'est pas prêt pour subir toutes ces accélérations et tous ces freinages de cette voiture. Elle est folle. C'est complètement fou. Il y a moyen de s'en rendre malade, oui. Et exactement, j'ai rendu Nico Edem malade. Il a été malade, il faut le dire, le pauvre. Parce qu'il était passager. J'aime tout ce qui est extravagant. Après, oui, j'ai une faiblesse pour la Lancia Delta intégrale. C'est clair. Je peux pas le nier. Et les Anglaises ne me déclenchent pas grand-chose. Pareil, au niveau des Anglaises, là, t'en parlais, je vais aimer les caisses anglaises, aussi débiles, quoi. Une radicale, tu vois, j'aime la radicale. Ouais. Tu te rends compte qu'avec une voiture de course, tu peux aller à la boulangerie, quoi, descendre les Champs-Élysées avec une voiture de course. C'est fou. Ouais, d'accord. Je commence à te cerner, effectivement. Et du coup, toi, Jessica, tu roules en quoi? Tu roules en un truc débile ou pas du tout? Non, je ne roule pas en truc débile. Je roule en M3. Quelle génération? La F80. Ah oui, disons que toi, c'est un peu débile. Oui, c'est un peu débile, j'avoue. C'est un peu débile. C'est déjà, ça déménage pas mal quand même. Oui, c'est un choix de famille. C'est ce que voulait à tout prix mon mari. Moi, je voulais une GTR et je l'ai laissé faire et on a pris la M3 finalement. C'est pas un mauvais compromis quand même. C'est une super caisse. Non, mais c'est une super caisse. Attends, c'est génial. C'est qu'à chaque fois qu'on la démarre le matin dans le garage, quand elle est à froid là, mais c'est juste magique. Ça fout un de ces bordels. Je crois que tout le quartier est au courant quand on part le matin. Et avant ça, c'est ta seule voiture d'ailleurs? T'as pas un petit joujou un peu ancien ou un truc Non, j'ai plus ma Lancia Delta intégrale. Ah, t'en avais une alors? Eh oui, je l'ai eu pendant 8 ans. Mais pourquoi tu t'en es débarrassé? Delta intégrale. Eh bien, quand je suis devenue maman, voilà, en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est que j'ai eu un petit accrochage. Et la complexité pour trouver les pièces pour cette voiture, mais elle est folle. Et puis, ça faisait déjà 8 ans que je me battais avec cette voiture. C'est une guerre de tous les jours, cette voiture, en fait. Oui. Je suis jamais tombée en panne, mais t'es tout le temps en train, t'es à l'affût du moindre petit bruit, tout le temps. Et puis, c'était ma voiture de tous les jours. J'allais bosser avec tous les jours. Donc, en fait, quand j'ai eu ce petit accrochage, je me suis rendu compte quand même que c'est une voiture en carton-pâte et qu'avec un bébé à bord, c'était pas possible. Et puis, j'ai fait la connerie de la vendre. Donc, j'aurais pas dû parce qu'aujourd'hui, le prix a été multiplié par 3. Ouais. Mais j'avais pas les moyens de la garder. Donc, à mon grand regret, je l'ai vendue. Donc, voilà, pour me venger à la maison, je dois avoir une dizaine de maquettes de Delta intégrale. Voilà. Et maintenant, tu te mords les doigts et tu t'en voudrais une, quoi. Ouais, si je pouvais, ouais. Mais les prix, c'est hors de prix. Si t'en veux une belle, une vraie, c'est hors de prix. C'est hors de prix, tu vois. T'es à 80 ou 100 000 maintenant. Oh, certaines, mais ça, c'est l'Evo 2. À la rigueur, je suis pas... Une Evo 1 suffirait, même une 16 soupape. Oui. Pour une belle 16, faut au moins 30 quand même. Facile. Oui. 30 000, je parle. Ouais. Mais cette caisse est dingue, tu vois. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, grâce au club qui s'appelle le Deep 75, là, un club de Lancia Delta. Les mecs, en fait, sont arrivés avant moi. Sur le lieu de rendez-vous et avec 10 Lancia Delta intégrales. Wow. Moi, on arrive sur le lieu et là, je vois les 10 Lancia Delta intégrales alignées. Jessica, comme une folle. Alors là, les larmes aux yeux. Oh. Les larmes aux yeux. Ah ouais, non mais c'est... parce que je suis très émotive avec les voitures. Je vis vraiment avec. Et là, j'étais folle. Sans doute pour moi, à titre personnel, une des plus belles vidéos parce que qui soit venu avec 10 Lancia et j'en ai essayé, je crois, 4 ou 5. J'ai fait 8 soupapes, 16 soupapes, Evo 1, Evo 2 et une préparée. C'était dingue, tu vois, c'est vraiment l'amour de cette voiture. Et quand je me suis assise dedans, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est elle. Et c'est peut-être la seule vraiment qui me déclenche ça. Waouh.
Bon, faut que je regarde cette vidéo. D'ailleurs, je mettrai le lien vers ta chaîne YouTube dans la description de l'épisode, parce qu'évidemment, il faut que les gens aillent voir ça. Mais du coup, je vais ajouter cette vidéo-là à ma playlist, parce que là, tu me donnes vraiment envie. Même si je suis pas un grand fan de la Delta, même j'aime bien. C'est aussi mon enfance. Tu sais, bon, je sais pas si tu as déjà écouté les précédents épisodes, je termine toujours ces podcasts par 4 questions rituelles. Oui. Et la première concerne, je pense qu'on est quand même souvent tous en train de regarder des sites d'annonces de bagnoles, parce que même si on n'achète pas, on aime bien regarder et rêver et tout, et s'imaginer au volant de bagnoles. C'est quoi ta dernière recherche sur les sites de petites annonces ? Une Subaru. Ah. Je suis allée regarder les Subaru GT Turbo, celles juste avant 2000, 97-98. Ouais, quand vraiment ça commençait à devenir un phénomène. Exactement. Et je suis en pourparlers, peut-être pour m'en offrir une. Là, je suis en train de chercher. Voilà. C'est le bon moment pour acheter ça, parce que je pense que là ça doit être en train de tout doucement remonter, parce que les gens se rendent compte que c'est à ce moment-là que Subaru est arrivé vraiment et est devenu effectivement, je me souviens dans la fin des années 90, début 2000, c'était la caisse à avoir, la Subaru. Vraiment la voiture à avoir, exactement. Ça a été spectaculaire ce qu'ils ont réussi à faire à l'échelle internationale avec cette voiture, comment ils ont réussi à séduire le monde entier, quoi. C'est fou ce qu'ils ont fait. Et surtout qu'elle coûtait vraiment pas cher à l'époque. Après, les prix ils ont complètement flambé. 10 ans plus tard, ça valait une fortune, c'était devenu n'importe quoi. Mais à cette époque-là, c'était vraiment une super affaire. Mais c'est ça qui avait séduit d'ailleurs tout le monde. Hein. C'est ce rapport ce rapport prix-performance. Oui, parce que la qualité, c'était fiable, mais après, c'était la présentation intérieure, c'était vraiment. On l'achetait pas pour ça, non. En fait. Une Subaru, tu n'achètes pas une Subaru pour avoir des sièges chauffants, ça c'est clair. Ni la clim d'ailleurs, tu t'en fous. Oui. Mais t'avais quand même les vitres sans encadrement et ça c'était la classe. Ouais, la classe à l'époque. Ouais, c'est vrai. Bon je vous tiendrai au courant. Tu nous tiendras au courant quand tu auras trouvé ta belle Subaru. Peut-être que tu feras une vidéo d'ailleurs. Eh bien, j'en ferai sans doute une. En fait, tout ça, c'est à cause d'un participant de la chaîne, à ma chaîne YouTube. Qui s'en est acheté une. Et on a essayé sa voiture il y a bientôt 1 an. Il avait une Mini GP et il l'a vendue pour racheter ça. Et je l'ai croisé en Vallée de Chevreuse en tournage et je me suis dit, mais moi, j'en veux une. Et je le croise quasiment à chaque tournage et à chaque fois, je lui dis, si tu la vends, c'est à moi. Tu n'as pas le droit de la vendre à quelqu'un d'autre. C'est génial, ça. Et en plus, mon mari, finalement, ne connaissait pas et a été séduit par la voiture. Et voilà, quoi. Donc, je te tiendrai au courant, je te dirai. Rendez-vous dans quelques mois. Ça marche. Et amis auditeurs, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, page Facebook et Twitter d'Histoire d'Auto. Jessica, ton meilleur souvenir de road trip, c'est quoi ? Oh putain, tu me poses une colle. Ah, prends ton temps. Ça peut être lié, ça peut être un road trip avec une Lada Niva ou n'importe quoi. Hein. L'important, c'est pas forcément la voiture en elle-même, ça peut être l'expérience que tu as vécue. J'en ai 2 en tête, mais je vais m'arrêter à une en particulier. J'étais à Motors TV et on part pour l'essai d'une SLR McLaren. Déjà, ça commence bien. Et exactement. Et en fait, c'est quand on est arrivé à l'aéroport, on est venu me chercher en Maybach. Et là, tu te dis que rien que dans la journée, tu as essayé. Alors attends, pour combien en euros de voiture ? Combien ça coûtait ? Enfin, tu vois, il y a beaucoup de zéros derrière. La Maybach longue, je crois que c'était plus de 400 000 balles. Et la SLR, elle était en version courte, c'était 300 000, quelque chose comme ça. Et la SLR, tu devais bien être à 250 000, ouais. Voilà, donc dans la journée, je me suis assise dans 600 000 euros de voiture. Enfin, tu vois, voilà, donc c'était ça. C'est-à-dire que c'était la surprise. Et puis, Motors TV, à l'époque, c'était un petit média. Donc, on n'avait pas accès toujours à ce genre de supercar qui était la SLR McLaren. Et donc là, la surprise, c'est parti pour ce road trip. Et on vient chercher en Maybach. Je t'assure, dans une Maybach. Et la SLR McLaren, je n'oublierai jamais, j'attendais devant le château qu'on me l'apporte pour aller tourner avec. Et quand elle est arrivée, je vais utiliser une expression un peu vulgaire, mais elle m'a fermé ma gueule. C'est-à-dire que le design était tel que je ne savais pas quoi dire. En vrai, elle m'a subjuguée. Bon, après, au volant, c'était une autre histoire. Parce que c'était... Je le dis ou je le dis pas que c'est pas une caisse géniale. Oui, enfin, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'était pas génial. J'ai pas eu la chance d'en essayer une, mais oui, apparemment, c'était pas transcendant, quoi. Non, c'est pour les pilotes de ligne droite. La seule chose qui était extraordinaire, c'était ce moteur et le feulement qu'il avait, là. Ça, c'était magique.
Mais la direction horrible, les freins horribles. Ah ouais. Non, c'est franchement pas génial. Pas génial. Mais c'était tellement beau que tu lui pardonnes, en fait. Comme à beaucoup de caisses comme ça, hein, tu lui pardonnes ses défauts. J'adore les caisses, en fait, qui sont pleines de défauts. Et tu lui pardonnes parce qu'il y a des trucs derrière qui font que. Comme une Clio V6. Tu vois? Ouais. C'est pas génial non plus. On peut le dire, on a le droit ou on n'a pas le droit? Oui, non, ici, on a une liberté de parole totale, tu sais. Ouais, voilà, c'est dit. Et c'était où cet essai SLR? En Allemagne. C'est grand l'Allemagne. J'ai oublié la ville. Ouais, mais j'ai oublié la ville. Je suis incapable de te dire. Je m'en souviens pas. T'as fait que de la route chiante ou t'as fait un peu de montagne, un peu de trucs qui tournent? Ah non, on a fait de la montagne. Ah. Des trucs qui tournent. Ah non, on a tout fait. Non, bah justement, pour la télé, c'est la complexité et l'avantage de la télé, c'est que pour tourner, il te faut forcément des routes qui tournent et des routes qui vont à peu près vite. Oui. Donc non, on l'a vraiment exploité. Pour une fois, j'ai trouvé en Allemagne une route qui tourne, surtout. Parce qu'en Allemagne, les routes, elles vont tout droit. Bah oui, faut aller dans le sud, quoi. En Bavière, là, tu commences à avoir des trucs qui tournent et des belles routes, mais... Exactement. Ouais. Je crois que c'était en Bavière. Je suis désolée, je m'en souviens pas, c'est trop vieux. Oui, bah, je pense que c'était par là, parce qu'effectivement, des montagnes en Allemagne, il y en a pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Alors, la question qui fait toujours s'arracher les cheveux de mes invités. Ton garage idéal, sans limite de budget, 4 voitures. 4 voitures seulement. Ouais, bah oui, c'est ça le plus dur. Sinon, 10, ça serait pas drôle. Ok. Une Delta intégrale. Ouais, ça on avait compris. Voilà, j'hésite entre l'Evo 1 ou l'Evo 2, parce que l'Evo 2 a été quand même est catalysé, c'est embourgeoisé, c'est alourdi. Et l'Evo 1, c'est le summum en termes de sportivité, plutôt. Donc, je dirais plutôt une Evo 1 vert des York, avec l'intérieur camel, les sièges baquets en cuir, là, ils sont magnifiques. Ah ouais. Si, en fait, tu pourrais faire un configurateur Lancia Delta, quoi. Ouais, exactement. Je prendrais bien une américaine aussi. Ouais. Je pense que je prendrais une Viper, mais une Viper de course, genre une GTSR, pour aller sur circuit. T'as dit pas de limite de budget. Hein, ouais, c'est open bar, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Donc une Viper de course avec boîte méca, le truc à l'ancienne avec lequel tu te bagarres, avec laquelle tu transpires et que t'as les mains poites. Parce que c'est pas moite, c'est poite. Ensuite, j'aime bien aussi la Ford GT. Ouais, mais non. J'aimerais bien découvrir la dernière Porsche Moby Dick qu'ils ont sortie. Ouais. 935, c'est ça? Ouais, c'était l'hommage, oui, il y a un an ou deux, là, oui. Ouais, ça j'adore. Je prendrais bien ça aussi. Ouais. Étonnamment, ouais, parce que j'adore cette caisse en termes de design. Je crois que j'ai une dizaine de photos à la maison. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Donc ça fait une allemande, une ricaine, une italienne. Et si elle est typée course, la Porsche, ça me va très bien, tu vois. Ouais. La dernière. C'est vrai qu'elle est chiante, ta question. Hein. Ah ouais, c'est pas facile. Que 4, hein. Ah, que 4. On peut pas mettre 12, hein. Bah non. Ouais. Ah, puis tu vois, je me dis là, il manque quand même un délit, parce que tu vas pas utiliser la Delta tous les jours. Bah si. Et pourquoi pas la Delta tous les jours? Bah je sais pas, c'est un peu gâché, non, une Delta tous les jours, non? Mais t'as dit pas de limite de budget, je l'entretiendrai. C'est pas faux, c'est pas faux. Elle va reconstruire sa Delta tous les 30 000 km. Bon, un délit pour tous les jours. Ouais, t'as raison, on va mettre un délit. Tiens, une GTR Nismo. Allez, voilà, pour tous les jours. Il y a un coffre. La définition du délit par Jessica Popina, c'est énorme. Ah oui, GTR Nismo. Quoi, c'est une boîte auto, c'est facile. Idéal pour la ville. Voilà, j'ai les 4. Si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait quoi? Non mais elle est pire cette question. Ah ouais, celle-là elle est dure. C'est la fin, après j'arrête de t'embêter. Waouh, une seule voiture jusqu'à la fin de mes jours. Pif, paf, pouf. Dis donc. J'imagine la salade de neurones que tu es en train de te faire là, t'as toutes les je lis dans ton cerveau, je vois toutes les deltas, les GTR qui se croisent, et là ça te tourne dans ta tête, tu te dis mais je choisis laquelle. C'est exactement ça, je choisis laquelle. Et tu vois, je suis en train de regarder mes maquettes et mes photos à la maison et j'hésite jusqu'à la fin de mes jours, laquelle, et une seule. Ouais, il faut un truc quand même qui déménage, qui déborde de caractère, où tu sais que tu vas jamais t'ennuyer, quoi. Une GT40 Une Ford GT40. Ah ouais. Ouais.
Ça, c'est pas mal. Vas-y, une Ford GT40. Ouais. Mais la vraie, hein, l'originale. Bah hein. oui. Même, tu vois, voilà, Ouais. celle de 66, quoi. Voilà. Voilà, ouais. Ça, c'est débile. Ouais. Ouais, Puis ça, tu t'en lasseras jamais, quoi. Non, never. Non, bah, je vais me bagarrer. Bon, alors par contre, quand il neige et quand il pleut, t'oublies. Hein. Ça veut dire que j'aurai le droit de rouler que quand il fait beau. Voilà, c'est ça. Sinon, le reste du temps, tu prendras ton vélo. C'est ça. Bon, Jessica, c'était super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, parce que ça me fait bien plaisir qu'un confrère me demande de parler de YouTube, en fait. Bah oui, j'explique aux auditeurs que je t'ai eu au téléphone hier et t'es là en train de dire oui, bon, il y a certains confrères qui trouvent ça bizarre que je me lance sur YouTube et tout. C'est un peu en gros, c'était un peu les ennemis YouTube, Berk. Et moi, j'ai déjà invité, par exemple, les collègues de POA, la chaîne POA, et on a passé un très bon moment ensemble et j'ai pas du tout d'a priori. Et d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis moi-même un assez gros consommateur de vidéos sur YouTube, donc et de vidéos de bagnole évidemment. Donc voilà, on te retrouve donc sur YouTube, la chaîne J'essaye ta caisse. Tu as aussi une page Facebook. Oui, aussi, exactement. Jessica Popina, vous cherchez, voilà, vous allez tomber dessus. Instagram, Twitter, non, je crois pas. Hein. Si, Insta, Jessica Popina aussi. Voilà, voilà. Il y a tout dessus. Ouais, voilà, je suis Insta, Facebook et YouTube. Bon. Et pas encore Twitch, ni TikTok, ni Snap, parce que là, il me faudrait un assistant. Oui, c'est ça. C'est vrai, ça prend beaucoup de temps, hein, j'en sais quelque chose. Bon, écoute, de toute manière, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Et puis, Jessica, je t'embrasse et je te remercie encore d'avoir accepté ma petite invitation. C'est moi qui te remercie vraiment et merci encore pour l'invitation. C'était un chouette moment. C'est cool. Merci, Jessica. Bye bye. À bientôt, Vincent. Ciao. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce 18e épisode d'Histoire d'Auto. Je sais pas vous, mais moi j'ai passé un très bon moment avec l'adorable Jessica Popina. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez les liens dans la description pour retrouver sa chaîne YouTube, ses comptes sur les réseaux sociaux. De mon côté, je vous invite à laisser une petite appréciation, une petite notation de ce podcast sur la plateforme où vous le récupérez, ça sera toujours utile. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à en parler à vos amis, à recommander ces petits entretiens s'ils vous plaisent. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Facebook et sur Twitter, vous cherchez à la fois Histoire d'Auto au pluriel, vous allez tomber dessus. N'hésitez pas à le faire, parce que ça vous permettra bien sûr d'être tenu au courant de la mise en ligne de nouveaux épisodes, mais ça vous permettra aussi de poser des questions aux invités en avance, avant l'enregistrement. Je sais que ça c'est très apprécié. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 15 mars pour un nouvel épisode d'Histoire d'Auto, et d'ici là, je vous souhaite bonne route. Ciao!